Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, on attaque un nouveau format qui s'appelle Focus. Le concept est assez simple. On rentre en profondeur sur un sujet d'actualité. Et le sujet du jour, ça va être l'impact de la réglementation MiCA sur les stablecoins en Europe. Et comme invité aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pablo Dengel, Sylvain Prigent de SG Forge et Arnaud Toiti du cabinet H Consulting. Déjà, messieurs, peut-être, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter chacun votre tour? On peut commencer par Pablo. Ouais, bonjour, merci de nous inviter aujourd'hui, Gary. Donc moi, je suis Pablo, je suis cofondateur de Angle. Angle, on est un protocole de stablecoin décentralisé. Donc on contribue à l'émission d'un stablecoin euro qui s'appelle l'AG Euro et on est aujourd'hui l'un des plus gros stablecoins euro du marché. Et on fait pas mal, 60% des volumes de transactions de stablecoin on-chain. Donc si vous avez déjà traité un stablecoin euro, il y a 6 chances sur 10 que ce soit la Géo. Yes. Je te propose de donner le mic, Sylvain. Bonjour à tous et merci Gary pour l'invitation. Donc moi, Sylvain Prigent, je suis cofondateur de SG Forge et je suis responsable côté produit et ingénierie financière sur les assets numériques. Donc SG Forge, c'est principalement du security token. Donc on fait des titres financiers d'abord et ensuite on s'est étendu sur l'écosystème crypto. Donc en émettant un stablecoin, donc ce qui va être un peu l'objet d'aujourd'hui. Donc à la différence de Pablo et d'Angle, nous on est plutôt assez permissionné. Aujourd'hui on a un smart contract qui est en mode whitelisté, donc on peut pas être transférable comme on veut. Peut-être que demain ça sera le cas, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et donc on n'est pas aussi gros que Angle, mais on espère pouvoir les concurrencer bientôt. Donc voilà. Top. Et bien finissons par Arnaud du coup. Ça marche. Donc Arnaud Toiti, cabinet Hashtag Avocat. On est spécialisé dans les nouvelles tech et notamment dans la crypto depuis 2015 maintenant. Effectivement, on travaille avec un certain nombre de porteurs de projets qui soit veulent émettre des stablecoins, soit s'intéressent de très près à toutes ces questions, que ce soit au niveau centralisé, comme Sylvain, ou décentralisé, comme Pablo. Ça marche, merci messieurs. Alors aujourd'hui vraiment le thème de la discussion ça va être autour des stablecoins et de la réglementation MiCA qui va arriver en 2024. L'idée c'est que voilà de discuter un peu des différents points de cette réglementation. Il y a par exemple une limitation à 200 millions qui a été évoquée sur les stablecoins USD, on reviendra dessus. Peut-être pour commencer, on peut commencer avec en préambule un texte qui m'a été communiqué par Faucine Fleuret, la présidente de la DAN qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et alors, je vais citer une partie du texte et on reviendra peut-être au fur et à mesure sur d'autres éléments du texte, mais qu'en gros, le régime européen des stablecoins, établi aujourd'hui par le règlement MiCA, doit entrer en application donc en juin 2024. Et à cette date, il sera interdit aux émetteurs non conformes à MiCA d'émettre leurs stablecoins. Et ces stablecoins ne pourront pas être échangés par les plateformes. Juin 2024, c'est demain. Comment vous voyez les choses justement par rapport à cette réglementation qui va vraiment limiter les échanges sur les plateformes régulées? Déjà, première question, est-ce que on va aller sur des plateformes, enfin les utilisateurs vont être plus tentés d'aller sur des plateformes non régulées? Qui veut se lancer? Je peux prendre le sujet parce qu'on est justement dans ce type de problématique côté GForge. En fait, on s'est fait lister donc, par Bitstamp l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on voulait avoir leur opinion, c'est-à-dire quel est l'impact de la prochaine réglementation sur les stablecoins qui sont nous MiCA compliance, donc principalement l'USDT. Et aujourd'hui, c'est pas clair, il n'y a pas forcément d'interdiction, en tout cas, c'est pas comme ça que ça a été vu. Et aujourd'hui, en tout cas les exchanges, en tout cas Bitstamp avec qui je parle, ils ne savent pas ce qui va se passer le 30 juin, s'ils doivent délister ou pas les stablecoins. Donc il n'y a rien qui est clair sur ce sujet. Sur les stablecoins qui sont non MiCA compliance comme le nôtre, aujourd'hui nous on n'est pas du tout MiCA compliance, c'est un peu la course à l'échalote entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit Circle, que ce soit sur leur stablecoin euro, que ce soit nous ou que ce soit d'autres compétiteurs, aujourd'hui il y a une course pour savoir qui va être une course pour avoir l'agrément de ME qui nous permettent de pouvoir émettre ces stablecoins. Donc sachant que nous on a déposé le dossier, je crois c'était fin d'année dernière, donc en 6 mois, il faut que le régulateur arrive à pouvoir fournir ce type de licence, ce qui n'est pas forcément évident. Nous, pour l'agrément PESAN, qui nous a mis du temps, on a mis quand même quasiment un an. Quoi. Donc, c'est quand même un vrai... j'espère que ME, c'est un peu plus connu, donc ça devrait être peut-être plus rapide, mais s'il y a tellement de demandes, à la fin, il y a quand même un bottleneck au niveau des régulateurs.
Et donc nous, voilà, l'objectif, c'est restructurer notre convertible, donc notre stablecoin, pour qu'il soit EME le 30 juin et pour éviter le risque le risque de devoir délister ou voilà, d'attendre trop. Alors j'espère qu'il y aura des clauses de grand phasering qui nous permettent de décaler un peu dans le temps, mais j'y crois pas trop. C'était pas l'idée première. Mais oui, c'est un vrai sujet sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup de clarté, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de EME, est-ce que tu peux rappeler, hein, donc on parle de e-money token, est-ce que tu peux rappeler peut-être les deux grandes catégories, donc il y a EME et ART, et d'ailleurs on discutera après du format ART, est-ce que Pablo, ton stablecoin rentre dedans ou pas? La question à moi, là, c'est ça? Ouais, ou Ouais. n'importe... Oui, si tu peux répondre Sylvain, parce que Moi, je vois alors que moi, c'est je suis pas, j'ai pas de formation réglementaire. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que EME, ART, donc EME, c'est vraiment, ça doit pointer vers une monnaie, entre guillemets, monnaie fiat, une monnaie de référence qui est une monnaie fiat. Et ART, c'est soit un basket, soit un autre crypto asset. Donc en gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la plupart je pense même quasiment 90% des stablecoins, hors DeFi, voire même 100%, sont considérés comme des EMT, parce qu'on pointe tous vers une monnaie fiat et donc on a besoin d'avoir cette EMT. Et l'EMT hérite de la monnaie électronique, ce qui pose pas mal de problèmes, que ce soit au niveau local, même au niveau européen, mais c'est peut-être un truc qu'on parlera un peu plus tard. Peut-être rebondir, Gary, si tu es d'accord sur ce que vous avez dit. Alors, effectivement, pour revenir à la réglementation à proprement parler, tu as évoqué, Sylvain, qu'il y a deux types de jetons. Il y a les EMT, donc, qui sont en référence à une monnaie fiduciaire, d'accord, que ce soit effectivement du dollar, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'USDT ou l'USDC. Et puis, on a à côté des ART, qui, eux, font référence à un palier d'actifs. Ça peut être plusieurs, effectivement, monnaies fiduciaires combinées. Ça peut être des monnaies fiduciaires avec des matières premières. Ça va être un palier de réforme, en réalité. Voilà. Si on doit les comparer, puis après, il y a une troisième catégorie, en réalité, qui sont les actifs numériques, utility token, c'est pas le sujet du jour, parce qu'on parle des stablecoins. Pour reprendre ce que tu disais, Sylvain, alors, il n'y a, à ma connaissance, pas de clause de grand-père. Il n'y a rien du tout. Et moi, je pense, alors peut-être que j'ai tort, on verra, mais je pense qu'à partir de l'instant où MiCA rentre en application, tous les stablecoins qui ne seront pas MiCA compliant devront être délistés. Sinon, les plateformes prendront des risques de sanctions financières assez considérables. Puis après, on parlera, parce que je crois que ça faisait partie aussi des questions, Gary, qui était quel était le pouvoir de l'Europe vis-à-vis de ces émetteurs qui ne respecteraient pas, ou ces plateformes qui ne respecteraient pas la réglementation. On pourra en parler, mais en réalité, il y a sur le papier des moyens d'action. Après, moi, ce que je vois, par rapport à ce que tu disais, Sylvain, si je peux me permettre, c'est que tu disais que la plupart des stablecoins étaient en réalité des stablecoins type EMP. Mais moi, ce que je vois, et arrête-moi si je me trompe, hein, donc après on discute, mais justement, j'ai l'impression qu'il y a un glissement où on va de plus en plus vers l'ART. Pourquoi? Parce que l'EMT t'impose d'être EME. Comme tu l'as dit, c'est une tannée. Je pense qu'on peut tous le dire. Alors, tu compares avec l'agrément. Je pense qu'il y en a qui galèrent beaucoup plus que Société Générale pour avoir leur agrément MiCA, mais on va dire que vous l'avez eu relativement rapidement, entre guillemets. Mais là, c'est vrai que le ME, c'est compliqué. Je pense que Circle galère aussi, à mon avis, beaucoup pour obtenir leur ME. Et donc, moi, je vois un glissement. C'est-à-dire que je vois un certain nombre de jetons adossés dollars qui pourraient rentrer dans la catégorie EMT. Et petit à petit, commence à expliquer qu'ils vont vers un palier de devises et pas simplement de dollars pour justement rentrer dans la catégorie des ART. Catégorie des ART, pardon, juste pour finir, qui permet d'éviter de devoir être EME pour être présent, mais qui a tout un tas d'autres conséquences, dont les fameux 200 millions que tu évoquais, Gary, 23 de MiCA, qui ne concernent pas les EMT, mais qui concernent les ART. Et c'est vrai que et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile en réalité d'émettre un ART qu'un EMT, parce qu'un EMT, dès que tu es EME, tu as fait la plupart du travail. Après, tu as grosso modo un visa que tu dois envoyer pour information à l'autorité, tandis que quand tu émets un ART, tu as, et c'est normal parce que tu n'es pas EME avant, tu n'as pas passé cette barrière de l'EME. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Tu as notamment effectivement un white paper extrêmement puissant à transmettre, et puis tout un tas évidemment de contraintes, que ce soit en termes de cybersécurité, de fonds propres, etc., qui rendent les choses compliquées. Et puis tu as ce fameux 200 millions. Donc je dirais que c'était compliqué de se positionner parfois, mais je vois qu'il y a de plus en plus de stablecoins dollars qui sont censés être, à mon sens, des EMP, et qui en réalité, j'ai l'impression
vont petit à petit aller vers la RT dans l'hypothèse où ils n'obtiennent pas le ME avant la date fatidique de juin 2024. Et du coup, petite question, Arnaud, est-ce que tu as des exemples de stablecoin dollars qui s'orientent vers la présentation en tant que ART? Alors, en fait, moi, j'ai cru voir, mais encore une fois, je te contrôle, Pablo, peut-être que cette information, tu la démentiras, mais j'ai cru voir que Circle, justement, un certain nombre de communications depuis approximativement un an, j'ai vu un glissement dans leur wording où j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils ne se disaient plus qu'ils étaient simplement adossés au dollar, mais qu'en réalité, ils étaient adossés de plus en plus à un panier d'actifs, sans préciser d'ailleurs quelle est la nature de ce panier-là, qui, à mon sens, mais encore une fois, je ne sais pas quelle est leur stratégie réglementaire, mais qui, à mon sens, pourrait leur permettre éventuellement de passer dans cette catégorie-là s'ils n'obtenaient pas leur statut de ME à temps. Parce que grosso modo, j'ai l'impression que Tether et Circle n'ont pas la même stratégie. Il y en a une qui est plutôt de se dire, bon, bah, l'Europe, ça m'oublie et je vais vers l'Asie, parce que grosso modo, je pense que ça va être trop compliqué. Et j'ai l'impression que Circle est plus dans la stratégie de je veux l'Europe, enfin, je veux travailler chez ce marché européen et effectivement, je vais chercher un EME, mais ils doivent se dire exactement comme Société Générale Forge, que dans l'hypothèse où ils ne l'ont pas, il faudra bien quand même qu'ils trouvent une solution pour pouvoir émettre sur le territoire européen. Voilà ce que je pense, mais encore une fois, peut-être que c'est une information que toi tu le sens, peut-être que tu n'as pas la même analyse. Bah non, moi je le perçois pas comme ça. Moi, enfin, et puisque tu posais la question tout à l'heure, Gary, de Angle, est-ce que vous êtes un EMT, est-ce que vous êtes un ART? Nous, notre interprétation, c'est qu'on est quand même un EMT. À partir du moment où tu cherches à viser une parité par rapport à l'euro, alors tu es un EMT. Après, notre backing, ce qu'il y a derrière la GRO, c'est un basket de différents actifs. Alors, si je voulais défendre qu'on était un ART, je pourrais dire que non, on vise pas l'euro, on vise un basket de différents actifs qui potentiellement sont sur l'euro. Mais enfin, les deux s'entendent. Nous, notre pari avec Angle, c'est de se dire, bon, EMT, ART, y a peut-être un peu moins de contraintes. Enfin, quand on est un EMT. Mais surtout, ce que dit Mika, c'est que Mika fait une exemption des protocoles pour tout ce qui est finance décentralisée. Et donc notre interprétation, c'est que Angle tombe dans cette exemption. Et donc les restrictions qui s'appliquent aux autres stablecoins euros ne s'appliquent pas à celles liées à la GRO. Et donc nous, ce qu'on attend, c'est une clarification de ce que ça veut dire d'être un protocole décentralisé ou non. Et donc avec nos avocats, on a épluché un peu tous les papiers, tous les textes qui sont sortis. Je ne saurais pas dire qui publie quoi. Pour moi, c'est un peu du chinois. Toutes les instances qui se prononcent pour qualifier la décentralisation. Mais bref, on a regardé les plus gros critères qui étaient mis en avant par ces publications. Et globalement, bon, bah oui, ok, là on fit, et là on fit, et là il faut qu'on ait un peu de travail à faire. Mais bon, on nage un peu à l'aveugle parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra de cette exemption DeFi. C'est un peu, je pense que les régulateurs se sont dit, bon, ok, on fait ça là comme ça maintenant, on verra plus tard à quoi ça ressemble. Bah, nous, on attend de voir à quoi ça va ressembler parce que ça peut être quelque chose d'assez existentiel pour un protocole comme le nôtre. Après, on reste agile et capable de s'adapter à toutes les réglementations. Et en tant que porteur d'un projet, d'un stablecoin euro, c'est quand même assez important d'être bien dans le framework réglementaire européen. Et d'ailleurs, la question qui se pose, c'est avec la GRO, est-ce que tu n'as pas peur que justement, par souci d'être Mika compliant à 100%, des plateformes d'échange, pour ne pas prendre ce risque, entre guillemets, ne souhaitent pas lister la GRO parce qu'il y a cette zone grise qui persiste? Ah bah, de toute façon, on n'avait pas réussi à lister avant la GRO sur les plateformes d'échange, Oui. mais je pense que oui, à cause de cette zone grise. Mais après, bon, c'est plus une question existentielle sur les stablecoins, etc. Nous, on ne pense pas qu'on a vocation à être un instrument de paiement, un instrument d'échange pour trader sur les plateformes. La valeur qu'on apporte avec la GRO, elle est différente. Nous, on a un outil de diversification, on a un outil de pooling de différents stablecoins euros. En fait, on se voit un peu comme un superconducteur au sein de la finance décentralisée, et pas forcément comme la branche d'accès vers l'écosystème des crypto-monnaies. Et à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une multiplication de stablecoins qui se tradent sur les plateformes d'échange de stablecoins euros.
L'industrie se porterait bien mieux si on avait juste un duopole, pour ce qui est centralisé, un duopole de stablecoins qui se font la compète. Plein de stablecoins pour trader, ça fait de la fragmentation de liquidité. Pour moi, la meilleure UX que j'ai vue en termes de trading via des stablecoins, c'est celle que proposait malheureusement FTX. Bon, est-ce qu'ils étaient capables de proposer cette UX parce qu'ils traitaient? Mais eux, ils considéraient qu'un Earth Circle, c'était 1 euro. Et pour moi, un échange doit viser ça. À partir du moment où on considère qu'un stablecoin, c'est de la monnaie électronique, on considère que c'est une forme d'euro. J'ai pas besoin, quand je suis un échange centralisé, j'ai pas besoin de 10 000 stablecoins, j'en ai besoin que d'un qui a un très bon API pour l'on-ramp, pour l'off-ramp. Comme ça, j'ai une très bonne UX à proposer à mes utilisateurs. Mais après, c'est bon quoi. Et nous, on sera pas capable de combattre là-dedans. En revanche, on sera meilleur sur le yield, on sera meilleur pour tout ce qui est facilitation des échanges DeFi, donc du lending, du borrow, pour fluidifier tout ça. Mais pour vraiment l'on-ramp et l'off-ramp, ça sera pas nous. Et donc, il y a cet aspect légal, mais même on ne cherche même pas en fait, parce que ça serait plus extracteur qu'autre chose. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à FTX, ils allaient encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils faisaient un basket stablecoin fiat, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient un peu les deux, ce qui pouvait poser d'ailleurs des problèmes pour des raisons fiscales peut-être. Mais yes. Petite question pour toi, Sylvain. Pardon, je voulais juste réagir sur le débat EMT-RT qu'a lancé Arnaud. Donc, nous, on est tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en gros, si on a pu être ART, on aurait été très content. C'était quand même beaucoup moins lourd. Et on a voulu justement faire comme Pablo en disant nous, côté collatéral, donc ce qui back le stablecoin, on va mettre des titres financiers, on va mettre du cash, donc on va avoir un basket de collatéral. Est-ce que ça peut nous faire tomber dans les RT? Bon, clairement non. On pointe sur une monnaie fiat, c'est pas le collatéral qui fait foi en termes de diversification et de basket. Et de la même manière, quand on parle à Circle, parce qu'on parle avec Circle, on est dans des réunions avec le régulateur, donc comme quoi vraiment, le marché est assez petit, donc tout le monde se connaît sur les émetteurs stablecoin. Et il n'y a pas vraiment de concurrence. On essaie d'avoir la législation qui est la plus appropriée pour qu'on puisse continuer ou en tout cas pratiquer ce business. Et eux, ils poussent à fond sur le ME et j'ai pas l'impression qu'ils peuvent être ART. En tout cas, à moins qu'ils changent de business case. Alors peut-être qu'il y a d'autres projets qui veulent essayer de se faire en ART, mais aujourd'hui, le business case, que ce soit sur le paiement, mais également sur le settlement de demande de titres financiers ou l'exchange crypto, les use case crypto, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé d'être MT. C'est un peu la sensation que j'ai, quoi. Je permets, Gary, de rebondir sur ce que vous avez dit, Pablo et Sylvain. Alors, si on prend d'un point de vue strictement juridique, d'accord, je suis un peu mieux mesuré que vous deux sur le côté on ne peut pas rentrer dans la qualification des ART. Mais après, ça, c'est mon interprétation et qui, encore une fois, tu l'as très bien dit, Pablo, pour l'instant, il y a plein de sujets qui restent à déterminer. Il y a justement ce qu'on appelle des RTS, MiCA, c'est-à-dire pour en réalité analyser le texte et lui donner du sens parce qu'on a un texte un peu global, mais on n'a pas nécessairement les interprétations sur tel ou tel sujet. Mais il y a, pour moi, la délimitation entre ELT et ART par rapport à ce que vous dites n'est pas forcément hyper claire. Parce que vous parlez chacun de panier en fait, de basket. Pour moi, quand on est sur un panier d'actifs, quand on fait référence à un panier d'actifs, on est plus dans la logique de l'ART que dans celui de l'EMT. Pour moi, l'EMT, c'est que vous êtes en référence simplement à une valeur type monnaie fiduciaire, point. C'est la définition de la monnaie électronique. Il y a la référence et il y a le collatéral. Comment ? C'est pas parce que ce qu'a bien exprimé Sylvain, c'est que tu as ce que tu cherches à faire avec ton panier. Tout le monde est backé par un panier. Hein. Dans ce cas-là, mais c'est le collatéral. Je ne parlais pas que du collatéral. Je parlais du reste. Après, ça dépend. Si effectivement vous avez un collatéral qui est diversifié, ça va très bien. C'est pas ça qui va déterminer que j'allais rentrer dans la qualification des ART. Et après, ça dépend effectivement votre jeton s'il est indexé strictement sur l'euro ou si potentiellement, comme me semble-t-il, ce que je te disais tout à l'heure, Pablo Circle laissait entendre, encore une fois sous toutes ses verbes, dans ce cas-là, c'est vrai que si l'indexation de la valeur, elle ne se fait pas que sur une seule monnaie fiduciaire, mais sur plusieurs, là, il y a un sujet qui éventuellement pourrait être posé. Voilà, c'est ça. Et après, sur la désacralisation, moi, je suis j'espère que tu as raison. Je pense que c'est probable que les stablecoins décentralisés soient exclus. Maintenant, rien n'est moins sûr. Puisque récemment, justement, l'ESMA, qui est l'autorité de régulation européenne,
a laissé entendre que l'interprétation de ce qui était décentralisé, et ça dépasse largement le cadre de stablecoin, hein, mais de la décentralisation au sens large, ce qu'on pensait arriver dans le MiCA 2, en réalité n'était pas forcément totalement exclu de MiCA 1, parce qu'ils expliquaient en gros, pour faire simple et schématique pour ceux qui nous écoutent, que à partir de l'instant où il y a des protocoles qui ne sont pas décentralisés, il y a une logique de centralisation, il y a une interface qui va te permettre de rentrer en communication avec le protocole, ce genre de choses, et bien qu'à ce moment-là, ils estimaient qu'ils pouvaient éventuellement trouver des moyens de rattacher ça à la réglementation. Donc il faudra effectivement s'assurer en réalité, c'est ce que tu fais et tu as bien raison de le faire, que tous les points de friction qui pourraient éventuellement leur faire les conduire à attirer ton stablecoin dans leur besace, tu t'assures que tu t'en écartes bien pour éviter tout revirement de dernière minute, parce que je pense qu'ils vont essayer plus de cadenasser que tu ne le penses les choses, malheureusement. Ouais. Après, c'est un peu, ce serait peut-être la conclusion avant l'heure de la conversation, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup, voire trop d'intelligence qui est mise sur un marché qui n'existe pas encore. Le marché du stablecoin euro, pardon, c'est un marché qui est tout petit. Nous, ça fait plus de 2 ans qu'on est là à se battre pour le grossir. Et ce qui me rend optimiste à la fin, c'est le fait que je vois difficilement l'ESMA ou je sais pas quel gendarme ou acteur pénaliser des projets qui poussent pour de l'euro quand ces projets sont tout ridicules par rapport au dollar. Enfin, à la fin, c'est la porte ouverte au dollar sur si on va trop contre une finance européenne. C'est un peu à double tranchant d'ailleurs, Mika. C'est bon, il y a une clarté, on sait quelles sont les règles qui vont s'appliquer et donc maintenant on s'y tient et ça peut être motif de pas mal de projets qui disent bon, je joue en Europe parce que je sais à quoi m'attendre. Mais en même temps, si c'est trop contraignant et on ne sait pas encore quelles vont être les mesures d'application qui vont être prises pour contraindre les projets à s'appliquer à MiCA ou quelles vont être les pénalités, etc. Bon, tout le monde va se barrer. Hein, et sur la logique EMT, ART, à la fin, il n'y a même pas de market fit pour les stablecoins euros. Et donc, un market fit pour un ART, un basket qui aide l'euro. Il y en a d'ailleurs encore moins pour les indices on-chain. Hein. C'est facile, on peut regarder la TVL des projets qui font des indices et qui sont des vrais ART. C'est encore plus faible que la TVL des projets qui font l'euro, qui est déjà 1000 fois plus faible que celle des projets qui font du dollar. Donc, si des projets veulent s'amuser à faire ça, bonne chance. Mais à la fin, il faut quand même payer des salaires et créer du shareholder value, quoi. Donc, ouais, ça marche, mais personne l'utilisera. C'est plutôt l'inverse. Pardon, Pablo, mais je trouve que c'est plutôt l'inverse qui se passe justement. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance, et c'est dans une logique de souveraineté numérique, parce que je pense que derrière, il y a une logique de souveraineté numérique. Alors, tu parlais des MNBC, Gary, quand on préparait l'entretien, mais justement, je trouve que toute la réglementation telle qu'elle est construite maintenant, elle va plutôt normalement avoir tendance à privilégier les stablecoins euros plutôt que les stablecoins dollars. Et on le voit bien. Tether, on dit merci, au revoir. Et Circle, s'ils n'obtiennent pas leur OME, et s'ils ne rentrent pas dans la catégorie des ART, ils vont probablement dire merci, au revoir également. Donc justement, ça va donner le champ libre à Sylvain et je l'espère à toi et à d'autres pour justement démontrer que le stablecoin euro a beaucoup de valeur justement par rapport au stablecoin US. Donc, justement, je pense qu'on va plutôt dans le sens de favoriser l'écosystème euro avec l'idée derrière de la souveraineté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais l'idée c'est ce qu'on pense aussi. Hein. Ouais. On pense que le fait après, je rejoins un peu Palo dans le sens où les agréments ne sont pas évidents à avoir, ça c'est clair et net. Et en même temps, comme tu dis Arnaud, ça va favoriser les acteurs qui peuvent se permettre de mettre de la compliance, du réglementaire et d'avoir une armée, on va dire, de gens qui permettent de pousser les dossiers. Et donc à la fin, de toute façon, les exchanges devront lister des stablecoins MiCA compliance pour le marché européen. Le marché européen, il est quand même moins dollarisé que le reste du monde. Donc il y a quand même un marché qui est là, quoi. Évidemment, sur la partie crypto, le dollar est quand même assez présent. Mais avec cette réglementation, ça devrait quand même permettre de pouvoir, on va dire, mettre des bâtons dans les roues au dollar. Et je le vois plutôt comme un bon oeil, cette réglementation. Et encore une fois, je ne pense pas que malheureusement, et c'est là où tu as raison, Pablo, elle est moins évidente pour les key players. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est évident. Pour rappeler, je pense, au niveau des stablecoins, le pourcentage de stablecoin dollar vs euro, je crois qu'on est à peu près, j'ai pas regardé dernièrement, mais je crois qu'on est à 120 milliards à peu près de market cap
sur les stablecoins euros, hein, notamment avec Circle, donc l'USDC de Circle et l'USDT de Coinbase, de Tether, pardon. VS sur les stablecoins euros, je crois que la market cap a été aux alentours de 200 millions. Peut-être moins, à peu près dans ces eaux-là, quoi. Moins. Enfin, peut-être entre 100. Il y en a qui trichent. Stasis, ils trichent. Tether aussi, ils ont un truc qui s'appelle l'ERT. Ils trichent aussi sur leur. Ils prémintent en fait des tokens. Et du coup, ça donne l'impression qu'ils ont 200 millions en circulation, alors qu'en fait, c'est moins. Ouais, en fait, c'est moins. Mais voilà, ça pour dire qu'aujourd'hui, les stablecoins euros, hein, c'est un peu une goutte d'eau par rapport aux stablecoins dollars. Et par rapport à la discussion là qu'on est en train d'avoir, moi j'ai l'impression que les grands perdants de cette réglementation, ça va être en fait les exchanges européens qui sont régulés. Parce que, in fine, déjà, premièrement, ils vont pas pouvoir, ils vont devoir, entre guillemets, délister les stablecoins dollars qui ne sont pas compliant avec la réglementation en cours. Ça, c'est le premier point. Et que pour ceux qui le seraient, on va en parler, il y a une limitation journalière sur le montant tradé. Mais ça, à la fin, je sais pas. J'entends, tu vois, mais que ta paire de trading, tu vois, mettons que ça soit une paire BTC. Moi, je suis en échange, tu peux contourner ça comme tu veux. Hein. Tu fais une paire BTC euro, c'est pas besoin d'être une paire BTC stablecoin euro. Et si c'est juste à la fin une fonction de withdrawal ou quand tu as des euros sur ton compte sur Kraken par exemple, on te laisse les withdraws en stablecoin euro, c'est bon quoi. Le seul intérêt pour les échanges de faire des paires avec des stablecoins, c'est qu'ils peuvent négocier du revenu sharing avec les stablecoins. C'est que à la fin, en fait, un stablecoin, ça leur donne toute la structure pour ils traitent avec un parti qui gagne du revenu sur ses réserves et ils peuvent négocier, je sais pas, 50, 60, 70% du yield que le stablecoin génère sur ses réserves pour les stablecoins qui sont sur la plateforme. C'est ça le seul contournement. Et c'est ça qui fait que les échanges sont prompts à lister des stablecoins centralisés. Mais à part ça, la paire BTC euro plutôt que une paire BTC RT ou je sais pas quoi, ça nuit plus à l'expérience utilisateur qu'à autre chose. Carrément. Alors moi je parlais peut-être plus des stablecoins dollars. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il y a quand même beaucoup de paires BTC USDT, BTC USDC aussi parce qu'il y a cette fiscalité qui fait que voilà, le fait générateur quand tu quand tu dois payer de l'impôt, c'est le passage en fiat. Et donc beaucoup vont trader en stable. Et ça c'est un vrai sujet aussi, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, parlons-en de cette réglementation qui est peut-être un peu utopiste. Hein. Donc, il y a une limitation qui est prévue de 200 millions journaliers sur les stablecoins USD. Est-ce que tu peux en parler, Arnaud, de cette limitation? Ouais, en gros, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en tout cas, dans ma lecture du texte, cette limite, elle concerne les AFT. Première information. Ce qui a souvent pas été expliqué, on a vu beaucoup d'articles, etc. sur le sujet, et on avait l'air de dire que ça concernait les ENT, ça concerne les AFT. De deux, on parle d'une limite de 200 millions journalières, mais en fait, parce que toi, quand on a préparé cet entretien, tu parlais de discloser informations, mais tu évoquais, tu disais, finalement, dès qu'on a atteint les 200 millions, nous, on coupe le trade, on te clique, ça y est. Et en fait, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça, parce que le contrôle se fait de manière trimestrielle. Okay. Donc déjà, c'était pas de manière journalière, c'est en réalité de manière trimestrielle. Et puis enfin, il y a un troisième sujet, c'est quand tu es une cas, parce que du coup, forcément, quand tu es juriste, tu vas regarder le texte et tu vas donner en faire un livre de chevet. Je pense que ce sera moins le cas si tu ne t'amènes pas Pablo, mon avis. Et bien en fait, tu t'aperçois qu'il y a des dispositions qui prévoient que cette limite, elle ne s'applique pas lorsqu'il y a des volumes qui sont, on parle de stablecoin avec des volumes significatifs. Alors, ça ne veut absolument rien dire, hein, c'est un terme extrêmement évanescent, mais c'est vrai que tout de suite, on s'est dit que forcément des ART qui vont être extrêmement importants, qui vont représenter en réalité un volume très important au niveau européen, ne seront pas concernés par cette limite. Donc il y a quand même des tempéraments en réalité, et puis sans parler de ce qu'a évoqué Pablo, et puis je pense qu'il y a plein d'autres manières effectivement de contourner potentiellement la règle, si tant est qu'elle soit contournable. Mais voilà, donc on l'a présenté comme étant quelque chose d'assez sérieux, moi le premier. Et en fait, c'est vrai qu'en analysant un petit peu les choses, en regardant, on s'aperçoit que finalement, il va y avoir, déjà ça ne concerne que les ART, donc typiquement ça ne concernerait pas SG Forge et ça ne concernerait pas Pablo si tant est qu'ils soient un jour régulés par ce MiCA 1. Et qui plus est, c'est comme je l'ai dit, trimestriel, et on ne parle pas de volume significatif. En plus, j'ai envie de rajouter un autre point. Et ça, c'est l'avocat qui parle.
et qui essaie de comprendre le texte. Le texte nous dit, en réalité, on va contrôler d'un point de vue trimestriel. Mais il ne nous dit pas quelles sont les conséquences. C'est-à-dire, parce que toi, tu disais, est-ce qu'on arrête de trader? En fait, la question, c'est, est-ce que vous êtes à ce moment-là interdit, si au bout d'un trimestre, vous avez dépassé de continuer? Ou est-ce qu'on va considérer que votre volume devient significatif et que du coup, vous n'êtes plus concerné par les 200 millions? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est une analyse que je fais et je ne sais pas encore la réponse. Parce que justement, on va voir dans la pratique comment les choses vont se passer. Voilà, donc une règle, enfin en tout cas un point à aménager, à relativiser. Et donc, par exemple, l'USDC, l'USDT, on est d'accord que eux, ce ne sont pas des ART, donc voilà, ils ne seraient pas inclus dans cette limitation journalière. Oui, non, parce que je disais tout à l'heure justement que j'avais l'impression, moi, d'un glissement, mais encore une fois, c'est une analyse que je fais, j'avais l'impression d'un glissement où peut-être que, pour moi, ce sont des EMT, mais j'ai l'impression que dans le narratif, il pourrait éventuellement y avoir un glissement. À voir, encore une fois. Mais oui, sinon, ils ne seraient pas concernés, ce sont des EMT. Ils ne seront pas concernés par cette problématique de volume. Ce sera évidemment le cas de l'EG-Forge qui ne sera pas concerné par ce volume-là, dans le cas de leur EME et de leur évolution de leur TO. Parce que, admettons que ce soit le cas finalement, que l'USDC et l'USDT soient justement considérés comme des ART. Je vois pas dans quel monde en fait il y aurait. Enfin, on ne dépasserait pas la hausse. Ouais. Ce serait un volume significatif. Ouais. Donc, comme c'est le volume significatif, il ne serait pas concerné. Donc, en fait, si on doit vraiment calquer le texte, en tout cas la lecture que j'en fais, ça concerne des ART dont les volumes ne sont pas significatifs. Ouais, ok. Bon, on verra en tout cas comment ça va évoluer. Tout d'un coup, ça paraît moins problématique que ça me paraissait initialement. Ok. Et un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait qu'aujourd'hui, donc, c'est possible en tout cas que l'USDC et l'USDT n'aient pas, on va dire, cet agrément d'ici juin. Qu'est-ce qui se passerait pour les plateformes régulées? Est-ce qu'elles prendraient ce risque de les délister, ce qui serait vraiment un cataclysme pour leur business? Je sais pas, tu as un Bitstamp, tu n'utilises pas des stablecoins tels que l'USDT, l'USDC, forcément ça fait... Alors, tout à l'heure, Sylvain ou Pablo évoquait justement la situation en disant je pense pas qu'ils vont délister, etc. J'espère Sylvain que tu as raison, mais j'en doute. C'est fait parce que je pense que effectivement les règles sont assez claires. À partir de l'instant où les stablecoins ne respectent pas les prérogatives de MiCA, ils n'ont pas vocation à être proposés en Europe. Point. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas ni clause de grand-père, à ma connaissance, en tout cas à date, ni non plus de manière de réinterpréter les choses ou de créer des délais complémentaires. Voilà. Donc, c'est l'analyse que j'en fais. C'est comme pour celle des ART par rapport à ce plafond de 200 millions. Peut-être que d'autres font une analyse différente. À voir. Mais effectivement, je ne pense pas que les plateformes pourront conserver des stablecoins si tant est que ces stablecoins, en tout cas les EMT, ne sont pas émis, en l'occurrence, par des EME. C'est pour ça que SGForge est sur le qui-vive là-dessus. Et c'est pour ça que Circle l'est également. Mais ouais, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est finalement une concurrence déloyale des exchanges non régulés envers les exchanges régulés, dans le sens où un initiateur qui allait sur Bitstamp, demain il ira sur un Bitget, KuCoin ou je sais pas, qui est justement en dehors de la réglementation européenne. Ouais, mais alors attends, Gary, pas juste sur ce point-là, parce que en fait, ce point que tu soulignes, on pourrait l'évoquer sur tous les sujets, pas que le stablecoin. On pourrait l'évoquer sur le pari en ligne, comme on pourrait l'évoquer sur tout un tas de sujets. Écoute, alors, on parle souvent de cette déloyauté de la concurrence en disant il y a des acteurs dans le monde de la crypto qui sont régulés à Dubaï, c'est pas dire si facile que ça, ou voire dans des paradis réglementaires et fiscaux, Curaçao, Îles Britanniques, Bahamas, et passe. En fait, en réalité, tout dépend de la capacité de ces acteurs-là à viser et démarcher des Européens. Si c'est de la reverse solicitation, si ce sont des plateformes et que des Européens décident d'aller spontanément vers ces plateformes, en réalité, ces plateformes-là n'ont pas, selon moi, à se conformer réellement à la réglementation européenne. On peut le déployer. C'est-à-dire qu'en réalité, ils devraient, à partir de l'instant où leur chip est accessible, ils devraient se soumettre, mais ce n'est pas la logique qui est d'ailleurs celle qui préside dans la finance traditionnelle depuis des années même pas. C'est juste cette logique de reverse solicitation. En revanche, si ces plateformes visent des Européens et démarchent des Européens de manière ostensible, de manière proactive, à ce moment-là, effectivement, la concurrence elle est déloyale
Et effectivement, à ce moment-là, il appartient aux autorités réglementaires, qu'elles soient françaises ou européennes, d'agir, notamment en coupant l'accès à cette plateforme. Tout à l'heure, je parlais des jeux en ligne, c'est ce que c'est la LG, et l'AMF a le pouvoir. D'accord, elle peut saisir le procureur de la République et elle a la capacité, dans le cadre d'une procédure accélérée, de permettre à un certain nombre de plateformes, pas que pour les stablecoins, mais en règle générale, qui sont des plateformes qui proposent des services et qui ne sont pas régulés et qui visent explicitement des Européens, simplement de voir leur accès en route. Tu ne peux pas y accéder, sauf évidemment si tu prends des VPN naturellement. Voilà, je ne sais pas si ça permet de... Et complètement, et c'est intéressant parce que justement cette clause de reverse solicitation, on avait parlé avec Faustine Fleuret dans un précédent épisode, et en gros, elle expliquait le cas où, disons que je suis un exchange non européen, mais que je m'adresse pas activement au marché européen, rien ne m'empêche un client européen de venir me voir, donc si je fais pas de démarchage actif, j'ai pas besoin de me conformer à MiCA. Or, il peut m'arriver, en tant qu'exchange, de faire du démarchage sur les réseaux sociaux, des actions qui sont, entre guillemets, pas encadrées aujourd'hui par les autorités. C'est peut-être ça qui peut... C'est encadré, gars. Si, c'est encadré, parce que pour moi, à partir de Moscou, où tu vas sur les réseaux sociaux, enfin, soyons clairs, on demande que c'est une plateforme OIPUS, d'accord? Tu n'es pas régulé en Europe. Et tu t'adresses, par exemple, en langue française, de manière ostensible à des personnes françaises, tu dois te soumettre à la réglementation française / européenne. Donc, les réseaux sociaux, c'est clairement, d'ailleurs, les influenceurs. Demain, tu prends un influenceur français, au hasard, Nabila, par exemple. Non, c'est un bon exemple. Tu prends un influenceur français, tu as une plateforme Dubai Earth, et tu prends un influenceur français dont on sait pertinemment que cette influenceuse s'adresse principalement à des Français. C'est un contraire, c'est un exemple que je prends, parce qu'il y a eu un sujet par le passé. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, tu dois te soumettre à la réglementation française. Voilà. Donc non, pour moi, il n'y a pas de trou dans la raquette. À la rigueur, si tenter il fait un trou, ce serait de considérer que la reverse solicitation, c'est pas normal. Et à ce moment-là, partir d'un autre postulat, qui est de dire que quand tu es une plateforme qui n'est pas régulée, tu ne dois pas avoir accès aux IP des Européens. Et ça, c'est un autre sujet. Mais imagine aussi quelle est notre capacité à nous, Européens, de pouvoir couper les IP des dizaines de centaines. Par les jeux en ligne, c'est encore plus flagrant dans le jeu en ligne. Enfin, je ne sais pas si certains connaissent un peu ce sujet, mais des plateformes enregistrées pour ASAO, il y en a des centaines et des centaines. Il y a énormément de plateformes illégales qui visent les Européens matin, midi et soir, et qui ne sont pas pour autant, pas pour autant accès. Donc, faudrait-il réfléchir à ce principe-là, mais pour l'instant, il est là, et si on ne démarche pas, on n'est pas suivi à la réglementation européenne. Ça marche. Sylvain, toi, est-ce que vous êtes en contact avec Bitstamp, parce que vous êtes lycéen chez Bitstamp, sur justement le futur de MiCA? Est-ce que vous en parlez d'un potentiel delisting s'il n'y avait pas cet agrément Non, on parle à Bitstamp parce que justement, en fait, c'est le premier exchange qui nous a listé. Et oui, c'est des questions qu'on leur a posées. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas encore positionnés de manière claire, mais en effet, ça fait partie des risques de devoir délister. Et même nous, dans le contrat qu'on a avec Bitstamp, si on n'est pas MiCA compliant, ça peut remettre en cause le listing. Donc ça a été prévu et c'est regardé par ces exchanges. En plus, je pense que Bitstamp, c'est quand même peut-être un exchange qui est quand même qui a une bonne réputation dans le monde crypto, qui est assez régulé. Et eux, ils comprennent très bien que MiCA, ça va être au centre de leur stratégie, et ça peut permettre à des institutionnels aussi de pouvoir rentrer dans le marché des cryptos. Donc, ok, peut-être qu'il y a on va dire, un peu de problématique avec les autres exchanges qui ne sont pas soumis peut-être à MiCA, qui vont éviter le marché européen, peut-être. Mais à la fin, ces personnes-là qui épousent cette réglementation, ils peuvent récupérer les flux instit. Et puis nous, c'est un peu ce qu'on propose aussi avec notre stablecoin, c'est que demain, on va avoir des authorized participants qui auront accès aux primaires. Et de toute façon, nous, on va channeler nos clients vers nos authorized participants, un peu comme des ETF, quoi. Donc, c'est un peu l'objectif. Donc, ça leur va très bien aussi. Et que ce soit toi et aussi Pablo, est-ce que vous êtes en contact avec le régulateur par rapport à votre situation avec MiCA? Est-ce que vous discutez justement, il y a un échange où c'est vraiment vous prenez les informations qui tombent, vous les prenez au compte-gouttes, ou il y a eu un vrai échange, une participation sur l'élaboration de MiCA?
on avait fait, enfin, on a déjà pas mal parlé aux régulateurs, mais non, nous maintenant on est plus en mode on prend au compte-gouttes. De toute façon, on ne veut pas over-engineer la solution, on sera compliant quand ça sera clair. Enfin, on est toujours une solution qui cherche vraiment son market fit. Un stablecoin avec 40 millions de TVL, c'est pas intéressant. Donc, ça sert à rien de faire du légal la chose qui est le plus gros problème quand tout le monde a les mêmes soucis de distribution pour le moment. Donc non, nous on a mis l'énergie qu'il fallait sur légal pour Mika parce que bon, il faut le faire. Mais c'est la distribution avant tout et si on arrive à résoudre ça, alors après on résoudra les problèmes légaux qui se posera et là on pourra se permettre d'être proactif. Mais c'est clairement pas le sujet pour nous. Alors moi, pour répondre sur ce sujet, on a fait un peu deux choses en parallèle. On essaye de rapidement être en place. En gros, on n'a pas attendu Mika pour pouvoir émettre nos stablecoins. On voulait rapidement être en prod, avoir nos market makers, avoir nos exchanges pour être prêt pour Mika. Et donc en gros, quand on a parlé à SCP, elle nous disait mais vous voulez pas attendre, vous voulez pas attendre que Mika soit en place pour émettre vos stablecoins. Et on a préféré être rapidement en place pour pouvoir prendre le marché. Et à l'inverse de Pablo, nous, c'est vrai que la partie légale, réglementaire, c'est peut-être notre premier centre de coût. Parce que voilà, les opinions légales, on en prend tire larigot pour ce soit pour voilà, quand on met notre structure en place, mais même sur les security tokens. De toute façon, dans la banque, tout marche par opinion légale. J'ai appris ça quand je suis arrivé quand j'ai commencé chez GeForge, c'est une opinion légale pour tout. Donc il faut rassurer comment dire, nos réglementaires, nos avocats en interne pour pouvoir commencer à émettre. Donc nous on met une force de frappe là-dedans qui est assez hallucinant. Et donc pour répondre à ta question Gary, nous on discute beaucoup avec le régulateur, donc l'AMF, ACPR. On passe par le HCJP qui est sur la partie un peu locale. Et c'est vrai que les discussions qu'on a se cristallisent sur les thresholds qui sont pour la monnaie électronique uniquement en France. Donc pareil, c'est un mauvais message pour la France, mais je pense qu'on va réussir à trouver un accord avec le régulateur là-dessus pour éviter de entre guillemets bousiller le marché français. Ce serait un peu dommage. Et l'autre truc côté européen, donc on fait un peu, il y a quand même principalement ce côté prudentiel, c'est les derniers textes de la BCBS, c'est quand même pas super, principalement pour les blockchains publiques. Donc ça peut aussi éloigner les instits. Et ça, on essaie de faire pas mal de lobbying là-dessus. Donc ouais, on dépense pas mal d'énergie là-dessus. Nous. Ok. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, donc vous êtes un stablecoin qui est permissioned. Ça veut dire que en tant que détenteur de votre stablecoin, je ne peux pas l'envoyer à tout le monde. Je dois l'envoyer sur des adresses qui ont été whitelistées et donc qui ont réalisé un KYC. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là et dans quelle direction vous allez aller? Pourquoi vous avez cette réglementation entre guillemets aujourd'hui? Ouais, j'avoue qu'on est un peu les seuls sur le marché, je pense, et ce qui freine beaucoup la market cap, parce que sur les 11 millions, bon, il y a 10 millions, c'est du seed, donc on va dire il y a qu'un million qui est sur Bitstamp. Mais c'est principalement des contraintes internes. Donc, nous, on est soumis à la réglementation interne de la Société Générale. On est backé par la ASG. Et on doit passer par des New Product Committee. Et c'est vrai que la compliance nous a, dans ce cas, dans un premier temps, nous a montré sa volonté de passer par ce whitelisting. Donc, toutes les personnes qui veulent détenir le stablecoin doivent être whitelistées. Et donc, ce qu'on fait avec Bitstamp, à nos yeux, c'est uniquement Bitstamp qui est détenteur des convertibles. Ce qui veut dire que la personne, le end client de Bitstamp ne peut pas withdraw au sein de Bitstamp, donc ça reste dans un univers clos. Ça peut pas aller sur la DeFi, il peut pas avoir des pools. Alors j'ai vu qu'il y avait un pool Uniswap, mais c'est un fake, c'est pas un vrai pool. Donc voilà, c'est très contraignant, mais vraiment très contraignant. Et donc je pense qu'on va au fur et à mesure, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de pouvoir être un peu plus transférable. Mais de toute façon, dans tous les cas, on aura toujours les mêmes contraintes que. Ça sera toujours un truc permissionné, mais qu'on veut mettre comme un peu Circle ou Tether. C'est en gros, on fait le whitelisting à l'entrée et à la sortie.
Et puis après, ça se transfère de manière libre en secondaire, quoi. Ça sera un peu l'objectif, mais on y arrivera un peu plus loin. Ça, moi, je pense que Q1, Q2, on devrait pouvoir y arriver, mais voilà, on est obligé de passer par cette étape, malheureusement. Alors, tu m'avais dit en off dernièrement que le pays de l'émetteur du stablecoin a son importance pour Mika. Donc, vous, aujourd'hui, avec votre stablecoin, le pays émetteur, c'est la France. Est-ce que je peux donner un peu les contraintes réglementaires que ça implique et que, par exemple, un passage en Suisse, ça permettrait de, entre guillemets, résoudre cette situation? Alors, je parle sous le contrôle d'Arnaud, mais là-dessus, en fait, on a eu pas mal de débats avec justement, dans le cadre du HCJP, avec la CPR et l'AMF. D'ailleurs, Circle était aussi présent. La problématique, c'est sur cette réglementation nationale qui impose à la monnaie électronique, donc ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Mais je crois que c'est 3 000 euros de plafond sur les transferts. Et en fait, ça dépend pas du pays émetteur, c'est le débiteur qui fait foi. Donc en gros, on peut être au début, on avait dit si vraiment c'est un deal breaker, on ira peut-être au Luxembourg pour émettre, mais dans tous les cas, en fait, c'est le débiteur la réglementation est imposée sur le débiteur. Donc à partir de là, qu'on soit au Luxembourg ou qu'on soit en France, ça sera pareil. Donc tous les émetteurs seront contraints sur ce plafond s'ils ne le retirent pas. Donc je pense que la HGP a bien compris et la CPR aussi a bien compris. Donc ils vont aménager cela en conséquence. En tout cas, j'espère. Mais voilà, ça pénalise le marché français, quoi. Je ne sais pas, Arnaud, tu as la même vision que moi là-dessus ou... J'ai la même vision que toi sur le sujet. C'est pas qu'observation particulière, mais Une autre question peut-être pour Pablo. Donc, on a de plus en plus aujourd'hui des stablecoins qui redistribuent une grande partie du yield aux holders. Alors, pour expliquer peut-être un peu le business model aussi des stablecoins, si on prend des USDC, USDT, en fait, voilà, par exemple, l'USDT, ils ont à peu près 100 milliards en banque. Et donc, leur business model, concrètement, c'est de placer cet argent pour avoir du revenu. Et ce revenu, ils le gardent pour eux. Donc en fait, il faut voir ça peut-être comme une grande banque géante. Et aujourd'hui, on a un nouveau type de stablecoin qui est en train d'émerger et qui redistribue en fait ce yield aux détenteurs ou en moins en partie du stablecoin. Et donc le protocole va garder qu'une petite partie pour se financer, mais redistribuer la grande partie des intérêts générés aux utilisateurs. Et vous d'ailleurs, Pablo, je crois que c'est un peu ce que vous faites avec la Géro de plus en plus. Alors nous, on fait ça, mais de façon complètement automatisée, transparente et autonome. C'est ça qui fait qu'on a un stablecoin décentralisé, parce que si on est là à la main à placer l'argent en banque, etc., on perd l'avantage de se reposer, d'être un stablecoin décentralisé. Donc nous, le protocole dégage des intérêts sur ces réserves. Une partie des réserves sont en securities euros. Et aussi, il y a des gens qui payent pour emprunter le stablecoin sur marché primaire. Et donc, le protocole génère de l'argent qu'il alloue automatiquement à certains détenteurs du stablecoin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu possèdes un AG euro, le taux a baissé récemment, mais je crois que c'en est à 3,4 ou 3,5%. Et ça marche qu'il y ait 1 million ou qu'il y ait 1 milliard, en fait, dans le contrat. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait, hein. Mais faut réussir à être attractif. Tether, ils ont réussi à construire tellement d'effets de réseau et d'intégration autour de l'URSDT que les gens sont prêts à l'utiliser sans que eux aient à payer pour ça. Même si je pense qu'ils ont quand même des deals avec pas mal d'échanges centralisés, et ils ont un produit sur Tron qui s'appelle le ST-USDT où ils font ça. Et c'est clairement un peu notre edge, nous, de se reposer sur une infrastructure comme celle qu'on a, où Mika interdit le fait de distribuer du yield aux détenteurs du stablecoin. Nous, on est positionné, tout ce qu'on a créé, en fait, ça nous permet d'être en position de faire ceci. Et donc, c'est sur ça. Bon, après, il y a d'autres choses, mais qu'on fait la différence et qu'il y a vraiment de la valeur dans ce qu'on apporte. Et moi, la question que je me posais, du coup, c'est qu'aujourd'hui, un stablecoin qui va être régulé, en fait, il ne peut pas faire ça. Enfin, je veux dire, d'un point de vue. Parce qu'en fait, c'est assimilé à un security token ou. Exactement. Ok. Et donc ouais. Et tout est dans le fait que ça soit autonome et complètement automatisé. Même pour un protocole décentralisé, hein. Enfin, s'il y a trop d'interventions manuelles, etc., ça tient plus. Enfin, après, il n'y a pas de jurisprudence sur ça, mais
Bref, on verra comment ça se passe. Mais nous, si on ne peut plus faire ça, on n'a plus trop de raison d'exister. Ouais. Et là, on parle vraiment d'ailleurs des tokens où, où le token, c'est le cas où le token n'est pas stacké, c'est juste sans rien faire, en fait, je perçois des intérêts. C'est vraiment non, nous, il faut le stacker. Nous, il faut le mettre quelque part quand même. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de stablecoins qui utilisent, je crois que c'est basé sur le Rebase token, c'est un peu un standard Ethereum. Standard pourri. Et pourquoi d'ailleurs tu trouves que c'est un standard en fait, donc, pour distribuer du yield, il y a deux façons. Soit ta balance, elle monte petit à petit, donc c'est-à-dire que jour 1, j'ai 1, jour 365, j'ai 1.04. Soit j'ai un jeton dont la valeur monte petit à petit. C'est-à-dire que jour 1, j'ai 1, jour 365, j'ai 1, mais je peux l'échanger contre 1.04. C'est parfaitement équivalent. Les deux, c'est pareil. Il n'y a aucune nuance entre les deux, du point de vue distribution de valeur. C'est juste que y a pas mal de protocoles qui ne sont pas construits pour supporter des jetons rebasing. C'est le cas notamment de Uniswap V3, c'est-à-dire que si vous faites une pool Uniswap V3 avec un jeton qui est rebasing, la pool va casser. Enfin, ça va se passer, mais vous perdrez l'upside de yield pour toujours pour la pool. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Il y a des protocoles de landing qui ne marchent pas avec. J'ai l'impression qu'il y a des millions de dollars de engineering qui ont été mis pour faire des cas particuliers des protocoles de rebasing. Vu que c'est équivalent, et déjà même ça serait con que la loi ne les traite pas de façon similaire, parce que c'est pareil. Donc il y a peut-être des gens qui ont des workarounds sur ça, mais s'il y a des workarounds, ça veut dire que la loi a mal été faite au départ. Et juste que tout le monde se mette d'accord sur un standard. Moi, je pense que le standard yield bearing est meilleur et le monde se serait beaucoup mieux porté si les rebasing n'avaient pas existé. Mais pour revenir sur justement ce concept de rebasing où je gagne des intérêts sans rien faire, mais donc sans stacker le token, peut-être je me dirais l'intérêt en tant que protocole, c'est d'avoir la liquidité sans immobiliser les jetons. C'est-à-dire qu'en tant que stablecoin, mais ton yield bearing il est transférable aussi, donc tu as de la liquidité. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et mon yield bearing, après coup, je peux, si les gens veulent en faire quelque chose d'autre, tu peux le conférer, le transformer en rebasing, c'est pas compliqué. Yes. Et d'ailleurs, quand on parle de yield bearing, on parle vraiment d'un token qui assure en fait le fait que j'ai stacké en fait mon token initial. En fait, c'est la preuve de détention de ce token. Ouais. Je vous propose, messieurs, de parler d'un autre sujet. Peut-être c'est la menace des CBDC, donc c'est les monnaies, les crypto-monnaies banque centrale. J'ai l'impression quand même qu'avec la loi MiCA, que le but de l'Europe, à travers toutes ces restrictions, c'était de préparer le terrain pour son propre e-euro. Alors je sais plus le terme, je crois que c'est l'e-euro. Enfin bref, il y en aura deux. Il y en aura deux, ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus à ce sujet je suis pas un expert, peut-être que Sylvain ou Arnaud connaissent mieux que moi. De ce que je comprends, c'est qu'il y aura un euro retail sur blockchain privée. Donc c'est comme si les gens avaient directement leur compte auprès de la banque centrale. Ça c'est comme du cash en fait. Le cash, on peut voir ça comme un euro retail auprès de la banque centrale qui est accepté par différentes banques. Et après il y aura un euro interbancaire sur blockchain potentiellement public, potentiellement privé. Je crois que même à la banque centrale ils savent pas trop comment ils veulent faire. De toute façon je pense qu'on en a bien pour 5-10 ans avant que ça arrive. Donc tranquille quoi. Non mais on verra le moment venu, on verra quelle forme ça a. Et je pense que j'ai déjà rencontré, ils sont vraiment malins les mecs qui travaillent sur ça. Ils comprendront comment bien s'interfacer, ou alors il faudra voir comment bien s'interfacer avec eux. Mais c'est bien, je trouve, d'introduire un outil de settlement entre les banques. Comme c'est bien de créer un euro retail qui ne casse pas le monopole des banques, qui ne peut pas porter trop atteinte au pouvoir qu'ont les banques dans la création monétaire, ce qui est quand même quelque chose d'assez important pour la stabilité de l'économie, de ne pas tuer les banques. Et un euro retail, ça pourrait tuer les banques si tout le monde a directement son compte auprès de la banque centrale. Si vous voulez rebondir, c'est peut-être non, après sur ce sujet, nous on a déjà fait des expérimentations justement avec la Banque de France. Et là, il y a un appel à projet aussi la BCE, donc on y participe. Nous, on est plus sur la partie Bruxelles. On n'est pas trop sur le retail. Alors, je pense aussi qu'ils sont pas prêts tout de suite. Je vois plus, je vois ça pareil à 5-10 ans au minimum.
Et puis oui, les faits sont qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté vraiment d'expérimenter. Et donc, qui dit expérimenter, c'est éviter de tomber dans la qualification juridique d'une monnaie, d'une nouvelle monnaie, d'un nouvel type de monnaie. Ça sera du format numérique. Et donc, c'est pour ça qu'ils font que de l'intraday. Donc, c'est vraiment un truc vraiment pour expérimenter. Dès que ça rentre sur plusieurs jours, ça trigger comment dire, des questions sur la politique monétaire. Donc ouais, on n'est pas prêt. Et dernier point, c'est oui, aujourd'hui c'est principalement c'est leur blockchain privé. Donc ils émettent sur le blockchain privé qui est intégré à Target 2, donc qui est la plateforme de settlement de la zone euro. Donc voilà quoi, ça reste assez limité, mais bon, c'est toujours intéressant d'y participer pour voir qu'est-ce qu'ils font et comment ils abordent le sujet, quoi. Et ça reste vraiment de l'expérimentation, c'est tout pour l'instant. Et c'est assumé d'ailleurs. Moi, du coup, je serais plus nuancé que vous. Enfin, c'est que sur les deux, il y en a un qui est interbancaire, je pense qu'il est très intéressant. Je pense que l'utilisation de la blockchain par les banques à ce niveau-là me plaît beaucoup. Parce que ça me permet, en réalité, ça permet d'améliorer le quotidien des banques et in fine, techniquement, d'améliorer le quotidien de nous en tant qu'utilisateurs de banque. Comme on dit, on reste quand même dépendant de ce système bancaire. Maintenant, sur le retail, c'est beaucoup plus mesuré pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'effectivement, alors on peut comprendre la souveraineté, et je pense que, comme tu l'as dit, Gary, à très juste titre, Mika, c'est aussi préparer en réalité les RNBC. Pour moi, en tout cas, c'est toute la tout ce qu'on est en train d'évoquer sur un stablecoin, notamment le fait de favoriser des stablecoins euros par rapport à des stablecoins dollars, c'est aussi une manière derrière de dire, in fine, on va d'abord favoriser les sociétés privées qui vont émettre des stablecoins, prioritairement des banques. Donc, je pense on sera tous d'accord pour dire qu'in fine, en centralisé, il y aura que des banques, quasi des banques, en tout cas des sociétés d'une certaine importance, pour in fine habituer en réalité les utilisateurs à ce futur jumeau numérique, ce futur MNBC. Alors là, moi, je ne sais plus mesurer, mais ça touche pas réellement au suivi du jour. Premièrement parce que effectivement, ça va quand même en termes de données personnelles, qui est un des autres sujets sur lesquels je travaille beaucoup. On a potentiellement de vraies dérives et de vrais problèmes qui pourraient intervenir avec la possibilité d'avoir un suivi d'une précision chirurgicale sur la manière avec laquelle cette monnaie numérique va être utilisée. Et je pense que, je ne sais pas si c'est à 10 ans, moi je pense que ce sera probablement plutôt à 5 qu'à 10. Et on verra. Le fait que Christine Lagarde en parle autant, c'est que derrière, à mon avis, on ne part pas sur quelque chose dans 15 ou 20 ans. Je pense qu'elle se voit aussi potentiellement être l'artisan de ce développement-là. Et c'est vrai qu'il y a des sujets sur la partie retail qui, moi, me dérangent davantage et puis qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les fondations de l'écosystème blockchain. Donc, ça veut dire qu'on parle de blockchain TV n'est quand même pas une très grande surprise. Donc, beaucoup plus mesuré sur la partie retail et on va dire plutôt emballé sur la partie interbancaire. Si ça peut fluidifier et permettre d'éviter quand on fait un virement en Afrique subsaharienne d'attendre 12 jours pour que l'argent soit reçu, moi ça me va bien. C'est intéressant parce que justement je vous posais la question, quel est l'intérêt en tant que retail, en tant que monsieur tout le monde, d'utiliser cette crypto-monnaie banque centrale, ce crypto-euro? C'est de suivre tout, c'est d'avoir un contrôle, en tout cas pour moi, l'intérêt à la base, c'est de pouvoir avoir un contrôle réel et extrêmement précis sur tous les échanges et sur tous les mouvements. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, je suis quand même relativement mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'initiative. Et après, on verra, peut-être que ce serait une surprise. Moi, je vois juste ça comme un Lydia officiel à la fin. C'est un moyen de paiement, il y a peut-être moyen de cut certains frais du réseau Visa. J'y connais pas grand-chose, et de cut certains frais du réseau Visa ou du réseau Mastercard. Tout sera question de comment s'intégrer chez les marchands. Que moi je puisse payer avec mon euro banque centrale via l'argent que j'ai sur mon compte en banque. À la fin, ça devrait résulter en moins de frais. Et si ça, et pour une surveillance qui sera peut-être accrue, après c'est facile de surveiller quand même tous les flux de transfert. Mais donc moins de frais, peut-être plus de transparence et plus facile. Faut que ça soit gratuit d'envoyer de l'argent, quoi. Et au lieu d'avoir des applis de paiement pour envoyer de l'argent qui après deviennent des applis bancaires où tu te prends des frais à droite à gauche, là au moins
c'est comme le cash sans les inconvénients du cash, j'ai l'impression. Ouais, moi je rajouterais ce que disait Arnaud là, le paiement cross-border, c'est quand même aujourd'hui quand vous voyez du dollar d'Europe, même aux États-Unis, ça passe par tellement de cash correspondant que il y a tellement d'intermédiaires que c'est long. Alors ça coûte pas forcément cher, hein, mais c'est assez long, quoi. Je veux dire, ça peut mettre une semaine s'il y a un fail, quoi. Donc même aujourd'hui ça prend du temps. Donc c'est principalement ça le endgame sur ce type de monnaie numérique, quoi. Ça, on travaille. Mais même travaille pour les dans titres ce financiers, c'est un peu la même chose sur les titres financiers. Nous, notre valeur ajoutée sur le security token, c'est justement d'éviter l'infrastructure de marché qui est quand même assez lourde, où tu as des dépositaires centraux. Voilà, tu as un réseau de dépositaires centraux, ce qui est énorme, et tu as des custodians ajoutés à ça. Donc tout est lourd en fait dans le settlement. Et pour revenir juste que je te dis, Sylvain, c'est là où je trouve que le croisement entre l'univers bancaire et la blockchain est fascinant et extrêmement important. C'est exactement ce qu'on est en train d'évoquer. C'est-à-dire dans les mouvements interbancaires, les financements cross-border, où il y a effectivement des pain points depuis des dizaines d'années et où la blockchain est en mesure de régler ces pain points, ou en tout cas de les diminuer considérablement. Ça, c'est vraiment une initiative excellente. Après, c'est vrai que sur la VPS, il y a tout un tas d'autres questions qui se posent, qui j'espère seront posées. Carrément, alors c'est vrai que c'est pas l'objet des discussions du jour, mais c'est vrai, parlons-en qu'aujourd'hui, quand on veut faire un virement bancaire, ça prend plusieurs jours, ça peut coûter cher, même très cher. Il n'y a pas forcément la transparence pendant le chemin de la transaction, hein, qui peut durer plusieurs jours. On est sur des standards, enfin des protocoles, hein, qui sont assez vieux, hein, que ce soit Swift, SEPA. Comment vous expliquez que ça n'a pas été mis à jour depuis des décennies et qu'on utilise toujours les mêmes technologies entre guillemets? Ouais, ça marche, hein. Ouais. Ça marche et tout le monde l'utilise. Donc, va construire un standard qui fait ses preuves et qui est capable de gérer des milliers de milliards de transactions par jour et surtout sur lequel tout le monde est intégré. Enfin, le switch du fax à l'email, il a pris du temps parce que si tout le monde utilise le fax et que le fax est fiable, go quoi. Les gens n'ont pas trop d'incentive à changer. Et là, on est un peu quand même sur des gains qui sont marginaux, enfin pas marginaux, qui peuvent être vraiment très importants. Mais je pense que le coût perçu pour les banques de tout bouger en même temps, déjà il faut que tout le monde se mette d'accord, hein. Si je suis tout seul à utiliser mon système, j'ai un peu l'air d'un con, et quand même au-dessus des bénéfices, perçus de façon supérieure aux bénéfices que pourrait y avoir à faire ça. Donc je comprends, nous ça nous arrive, hein, chacun notre truc. On sait que parfois en code il y a des meilleurs langages de programmation qui permettraient de faire les choses plus vite. Mais bon, moi je connais un truc, même si c'est moins bien, c'est quand même plus facile d'utiliser la techno que je sais utiliser pour un truc qui pourra me faire gagner potentiellement, je sais pas, 10 minutes par jour, une fois que j'aurai passé 100 jours à l'apprendre. Enfin, peut-être que je grossis les chiffres, mais ouais, c'est dur de faire changer un consensus social et de faire réapprendre des technologies aux gens. Complètement. J'ai l'impression qu'aussi, la réglementation pourra aider, mais effectivement, s'il y a une seule personne qui le fait, après c'est l'effet de réseau qui pourra accélérer la chose. C'est comme, c'est un peu ce que je disais, c'est en gros le bénéfice on est vraiment sur de l'infra de marché, quoi. Donc c'est pas un nouveau POF qu'on met à disposition, c'est vraiment une nouvelle infra de marché, un nouveau mindset. C'est-à-dire que les back-office, maintenant, ils pourront aller sur une golden source pour aller récupérer les informations. Ils n'auront plus besoin d'attendre de l'information de l'autre pour faire la réconciliation, et tout le monde raisonne comme ça. Mais voilà, le switcher d'infra de marché, le bénéfice, il est sur du long terme, alors que le coût, il va être cher tout de suite. Donc, en gros, toutes les banques ne veulent pas aller à cause de ça, quoi. C'est dit, bon, ça sera dans 5 ans, au pire, ce sera plus moi qui sera peut-être CEO, et on verra à ce moment-là, quoi. Yes, elle repousse au max. Une autre question que je voulais aborder, c'est plutôt sur la fiscalité des stablecoins. J'ai lu rapidement que le fait générateur, alors aujourd'hui, hein, entre guillemets, par exemple, je vais payer ma flat tax si je suis un indépendant, un particulier, lorsque je vais, et que j'ai fait de la plus-value bien sûr, lorsque je transfère, je convertis mes cryptos en euros par exemple, ou en dollars. Mais quand je les convertis en stablecoin, que ce soit USD, euros, peu importe, c'est pas le fait générateur, mais ça pourrait changer. Le passage au stablecoin pourrait être le fait générateur pour justement payer de l'impôt. Est-ce que vous en savez plus par rapport à ça? Où est-ce qu'on en est actuellement? Je peux te répondre, Gary, si tu veux. Yes. J'ai fait un posting sur les sujets parce qu'en fait, ça sorti du rapport de la Code des comptes
Alors attention, c'est exclusivement une proposition, c'est exploratoire, d'accord? On n'est pas dans une prise de position, ni même dans une proposition ou un projet de loi, ni même dans une volonté de la part du gouvernement de faire évoluer la réglementation. Je préfère juste un peu poser le débat. On est dans on va dire un position paper de la Cour des comptes sur le sujet. Bon, la Cour des comptes, on nous dit que c'est quand même de faire en sorte de diminuer le déficit abyssal qui est le nôtre et donc d'essayer de trouver des poches de récupération de fonds dès qu'elle peut en trouver. Moi, je pense que ça a toute une fausse bonne idée. C'est-à-dire que sur le principe, on se dit que, voilà, on parle à des gens qui sont dans cet écosystème-là, ils vont dire bon, bah, ça paraît logique à la base. C'est-à-dire qu'on va te dire que tu convertis tes cryptos contre des euros, un stablecoin c'est en référence à des euros, donc finalement c'est assez logique d'entraîner un fait générateur. Sauf que ça, c'est la première, on va dire, la première analyse, la première grille de lecture. Quand tu vas un petit peu plus loin, ça me paraît compliqué de comparer une monnaie fiduciaire émise par un État avec un stablecoin émis par une société privée. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est les EMT, c'est les AFT, c'est ceux qui sont... Ça voudrait dire que techniquement, si on va au bout des choses, ça veut dire qu'un AFT avec du dollar entraînerait de la même manière que de l'euro un flux générateur d'impôts. Enfin, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc, je pense que c'est une proposition qui avait vocation à faire réagir. Ça a fonctionné, franchement. Ça a plutôt bien marché. Peut-être à susciter des idées auprès des députés et auprès du gouvernement. J'espère que ça se limitera au stade d'idées et qu'éventuellement, si ça devait intervenir, ce serait pour l'euro numérique. Ça, oui, d'accord. Et éventuellement pour des stablecoins euros, mais encore une fois, pour moi, de comparer une monnaie fiduciaire d'un État versus un stablecoin, même euro, a fortiori euro d'une société privée, je ne pense pas que ça aurait vocation à être un fait générateur d'impôts. Merci beaucoup. Écoutez, messieurs, on a parlé pas mal de cette réglementation MiCA et l'impact sur les stablecoins. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous souhaiteriez aborder maintenant Juste un point, il faut que l'Europe soit un peu entre guillemets, pionnière sur tous ces aspects de stablecoin euro. Il faut quand même faire attention à l'institutionnalisation. Et c'est vrai que moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est plus la partie prudentielle. Il y a un texte je crois que c'était décembre, de Bâle, qui disait qu'en gros, dès que c'est une blockchain publique, tu as un risque opérationnel et en gros, tu es directement mis dans la qualification, je crois que c'est un B, je crois que genre. En gros, c'est 1250% quoi, de fonds propres à mettre en face, ce qui est juste punitif et ce qui va à l'encontre de l'innovation et même de pouvoir favoriser cet écosystème. Nous, on sait qu'on fait beaucoup de lobbying là-dessus et ouais, j'espère que ce texte ne va pas passer ou ils vont enlever cette partie blockchain privée versus blockchain publique. C'est en gros, ils veulent tout faire pour que la blockchain privée soit la norme en Europe. Et j'espère que ça va pas être le cas, quoi. Donc je vais alerter là-dessus. Donc s'ils nous entendent, ce serait bien. Et tu disais 1250%? Ouais, non, mais c'est... Ce qui vient avoir 13 fois, entre guillemets, ton... Ah oui, il n'y aura pas de donc, rien, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ça restera retail, quoi. Mais Sylvain, n'est-ce pas le sens de l'histoire? C'est-à-dire que, en dépit de Pablo et de quelques autres acteurs qui font de la DeFi, sur la TradFi et sur ce qui est en train de se passer bien plus largement que les stablecoins, c'est qu'on a un écosystème qui devient un écosystème essentiellement bancaire. Et MiCA, c'est une réglementation bancaire. MiCA, c'est une réglementation purement bancaire qui est faite pour les banques. Alors, qu'il y ait quelques acteurs qui ne soient pas des acteurs bancaires et qui arrivent in fine à être agréés MiCA, peut-être, probablement, on sera probablement très loin des 120 salles agréées MiCA, il y en aura peut-être 10, 15, 20% grand maximum. Déjà, on a un sujet, mais en réalité, c'est le sens vers lequel on va. C'est-à-dire qu'on va vers un écosystème qui soit un écosystème essentiellement bancaire. Donc, finalement, ce que tu es en train de dire, ce n'est que la juste continuité de ce qui existe maintenant depuis plusieurs années. D'accord? Alors moi j'avoue, j'aurais aimé, comment dire, alors tu as raison, hein, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent essayer de se mettre ça en place, ou alors justement ils sont tellement influencés par les États-Unis qu'ils veulent dire les gars vous faites comme nous, c'est-à-dire que de la blockchain privée.
je pense que c'est pas orthogonal, quoi. Je pense qu'on peut prendre le meilleur de ce qui existe côté écosystème crypto. Je vois que la DeFi, ça a quand même eu de grosses innovations. Et le fait de dire qu'une blockchain privée est beaucoup plus sécure qu'une blockchain publique, bah, à la fin, je suis pas tout certain. Et tu peux même sécuriser. Nous, c'est ce qu'on fait. On sécurise le token qui est à l'intérieur et on a la mainmise sur notre stablecoin. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein, mais en tout cas, on peut en faire ce qu'on veut. On a un business continuity plan qui nous dit en cas de défaut, de problème au niveau de la blockchain, on a quand même un backend qui nous permet d'enregistrer toutes les transactions. Bon, on a des choses qui sont faites pour pouvoir faire en sorte que la finance traditionnelle et de la finance, on va dire, DeFi peut être compatible. Et de toute façon, à la fin, c'est toujours pareil. C'est institutionnel va aller vers des distributeurs, mais à la fin, les distributeurs, c'est quand même du retail. Donc l'un dans l'autre, les mondes se mélangent. Il ne faut pas que ce soit, voilà, faut éviter d'avoir à faire cette différence encore aujourd'hui. Et moi, je prends un peu l'exemple de l'open source. L'open source a quand même été fantastique, je trouve. Le fait de mettre à disposition le code et de pouvoir permettre à des retail de s'assurer de leur propre sécurité, je trouve ça génial. Et même de dire, bah voilà, je sais qu'on a fait un gros bug sur nos stablecoins. Notre meilleur audit, ça a été la communauté, quoi. Ils nous disent, bah là, vous avez fait n'importe quoi, et donc on a émis un deuxième. Bon, voilà, c'est pas terrible. Mais à la fin, ils travaillent, on travaille pour que tout se passe bien. Donc, je trouve ça plutôt bien. Et essayer de s'en inspirer, je trouve que ça a du sens, tout en respectant les problématiques d'intermédiation. Donc, c'est vrai que notre token il est permissionné, même si on utilise une blockchain publique. Donc, les deux peuvent être compatibles, je pense. Et puis, on peut même être composable avec de la DeFi. Nous, on a fait ça avec Maker. Franchement, je trouve que c'était passionnant. J'espère demain pouvoir faire ça avec Angle. Ouais, ça serait super. Moi, voilà, faut pas créer des silos, je pense. Ce sera le mot de la fin. Vous voulez rajouter un dernier petit mot peut-être? Moi, j'ai envie de réinsister quand même sur ce que je disais tout à l'heure. C'est trouvons d'abord notre market fit, les stablecoins euros, avant de repenser trop aux questions de régulation qui sont importantes, hein, qui vont être des bloqueurs de toute façon pour l'adoption. Mais je pense que la première priorité, ça va être de grossir ensemble. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pense, je vous ai pas posé cette question, mais est-ce que vous êtes de manière générale, vous êtes satisfait de cette loi MiCA pour les stablecoins, oui ou non? Oui. Moi, j'ai pas les cofondateurs. Non, mais moi, ça ne nous concerne pas. Donc, ouais, c'est vrai. On peut être satisfait, pas bien. Justement, il est satisfait parce que ça ne concerne pas. Enfin, ouais, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Mais je sais pas si dans ce que tu penses. Moi, MiCA, de façon globale, et encore une fois, ça va dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure. Si j'étais le président d'un établissement bancaire, certainement que ça me satisferait. Parce qu'en fait, il y avait un grand barnum de crypto à Auxerre la semaine dernière. Et effectivement, des conférences dans lesquelles j'étais, un représentant de Jacon House disait que en réalité, MiCA, c'était excellent parce qu'on avait créé un terrain de jeu, contrairement aux Américains qui, eux, n'avaient pas terrain de jeu. Et je répondais à ça, on a créé un terrain de jeu, mais la question n'est pas de savoir si on a créé un terrain de jeu, la question est de savoir qui peut jouer. Et c'est ça, quel est le ticket d'entrée du jeu, en réalité. C'est ça le sujet. Et jusqu'à quand des gens comme Pablo vont pouvoir continuer à innover et à passer leur temps et à mettre leur business et leur argent sur le product market fit en priorité, plutôt que de dépenser des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'euros sur la question de la compliance. Donc, est-ce que je suis content de MiCA? En réalité, oui et non. S'il a fallu refaire le texte, moi j'aurais bien aimé un système justement un peu graduel, où en réalité on ne traite pas toutes les sociétés de la même manière. Ou une société comme celle de Pablo, on ne la traite pas comme une banque, comme la Société Générale. Et on ne leur applique pas nécessairement les mêmes ratios prudentiels, la même manière en fait de fonctionner. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus intelligent de faire un système, effectivement, justement, où on différenciait la réglementation en fonction de la typologie de projet. Là, on a fait un grand, pas dire on fait tout, mais c'est un texte très structuré, mais je veux dire, on a fait un grand texte monolithique et on a dit à tout le monde, soit vous rentrez dedans, soit vous n'êtes pas régulé. Ça, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Yes. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, Pablo, j'imagine que tu aurais préféré quand même qu'on te dise noir sur blanc que Angle n'est pas dans MiCA, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette zone grise qui persiste et qu'il pourrait y avoir pas une mise à jour rapidement, mais ça pourra... C'est dit, Gary, ouais. Non, c'est pas mais c'est dit, hein, ce qui est décentralisé, pas censé être dedans. Oui, mais ce qui doit être décentralisé. Ouais.
Oui, ils disent pas trop ce que c'est être décentralisé. Moi, C'est ça. ça me passe un peu au-dessus. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, à la fin, ça ne change pas ma vie. Ouais, voilà, un tout petit business, hein, mais ça me, ouais, voilà, je m'en fous. Ça marche. Bon, ce sera le mot de la fin. Pablo, Arnaud, Sylvain, merci beaucoup, messieurs. C'était chouette. Merci Gary, merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Plus. Salut.